Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à apporter quelques précisions. Premièrement, je vais me limiter à la période avant-guerre, sinon cela nous entraînerait trop loin. Deuxièmement, j'essaierai autant que possible de ne porter aucun jugement, si ce n'est celui de l'histoire au travers de faits avérés. En effet, je vais parler de partis politiques ou de journaux dont l'orientation d'hier n'est pas toujours celle d'aujourd'hui. Gardez en mémoire le contexte particulier de l'époque. Troisièmement, je vais m'attarder sur certains personnages plutôt que d'autres, voire en oublier. En effet, la documentation sur le sujet est importante et il est impossible d'être exhaustif. Donc j'ai fait certains choix que j'assume. Alors voilà le plan que je me propose de développer. Je commencerai par une introduction assez étoffée. Puis je vous parlerai de l'action de l'irrédentisme fasciste en Italie. Ensuite de l'action de l'irrédentisme fasciste en Corse. J'aborderai ensuite les anti-irrédentistes pour terminer bien entendu par une conclusion. Nous sommes le 10 juin 1940, à Rome, Piazza Venezia, il est 17h. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Vincere! Alors pourquoi je vous montre cette vidéo? C'est qu'en fin de séquence, donc je ralentis les images, on voit dans la foule des pancartes avec Savoie, Corsica, et un peu plus loin nous verrons Malte. En fait, il s'agit de banderoles revendiquant les régions dites irrédentes, dont la Corse fait partie. Alors, qu'est-ce que l'irrédentisme? Le terme d'irrédentisme apparaît en Italie à la fin du XIXe siècle. Il désigne la revendication des territoires de langue et de culture italienne soumis à l'époque à la domination autrichienne. Le mouvement irrédentiste est initialement animé par des idéaux socialistes et surtout mazziniens, de Giuseppe Mazzini, qui est un révolutionnaire et patriote italien, fervent républicain et combattant pour la réalisation de l'unité italienne. Avec Giuseppe Garibaldi, Victor Emmanuel II et Camillo Cavour, il est considéré comme l'un des pères de la patrie. Pour l'anecdote, Mazzini se réfugiera brièvement en Corse en mars 1831 après une tentative ratée de soulèvement. Le mouvement a progressivement subi l'hégémonie de la droite. Vous m'entendrez souvent parler d'italianité. En effet, la notion d'irrédentisme s'enrichit avec celle d'italianité, terme qui exprime la nature et la qualité de ce qui fait partie de l'Italie, ou encore de ce qui est, ou se sent, ou se comporte en italien. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, l'Italie, qui jusque-là était alliée à la Triple Alliance, Autriche-Hongrie, Allemagne et Empire ottoman, décide de rester neutre en contrepartie de territoires promis par la France lors de la signature du pacte de neutralité de 1915. Mais les irrédentistes, eux, soutiennent l'entrée en guerre et finalement l'Italie s'engage auprès de la Triple Entente, c'est-à-dire France, Russie et Royaume-Uni. Cette entente lui consent l'annexion de territoires irrédents en cas de victoire sur l'Autriche à la fin du conflit, ce qui ne sera pas complètement le cas. En effet, l'Italie considère cette victoire comme
mutilés. À la fin de la guerre, les Italiens n'obtiennent qu'une partie des terres revendiquées, le Trentin au Adige et la ville de Trieste, mais pas la Dalmatie, et même la libération de Fiume à l'instigation du poète Gabriele D'Annunzio entre 1918 et 1920 résiste à l'intégration au royaume d'Italie. Elle ne se fera qu'en 1924 et elle deviendra rapidement yougoslave en 1945 et actuellement cette ville est en Croatie sous le nom de Rijeka. Arrivé au pouvoir en 1922, le fascisme développe d'emblée la théorie de la conquête de spazio vitale, c'est-à-dire de l'espace vital, ainsi que la constitution d'un empire. Les visées expansionnistes de l'Italie s'orientent en priorité vers la Méditerranée et vers l'Afrique du Nord, alors que les projets vers l'Est sont progressivement abandonnés pour éviter tout désaccord avec l'Allemagne nazie. Si l'on regarde la carte de l'Empire italien de l'époque, on se retrouve donc ici avec ce qu'on appelait la Tripolitaine, l'Éthiopie, une partie de la Somalie, et donc toutes les zones en plus clair sont les fameuses régions irrédentes réclamées, dont la Corse. Et c'est l'idéologue fasciste Giuseppe Bottai qui en est le théoricien. Il déclare que la mission historique du spazio vitale ressemble à celle de la Rome antique et que la nouvelle Rome illuminerait le monde de son art, de ses connaissances, en structurant solidement ses nouveaux territoires avec ses techniques et, figurez-vous, ses capacités administratives. L'irrédentisme fut bien sûr récupéré par Benito Mussolini, qui le détourne des revendications d'origine. Il va, en effet, s'appuyer sur cette théorie pour réaliser la politique de puissance et de colonisation. Et l'argument utilisé pour réclamer à la France des provinces est qu'elles ont appartenu aux anciens États italiens, en particulier Nice, la Savoie et la Corse. Je ne disserterai pas sur la légitimité pour Nice et la Savoie. Encore que, si je fais un peu de provocation historique, la Savoie pourrait réclamer une partie de l'Italie. Les ducs sont aussi, au fil du temps, princes de Piémont, roi de Sicile, roi de Sardaigne et roi d'Italie à partir de 1861. Par contre, concernant la Corse, mettons de suite à mal l'argumentaire d'annexion et d'italianité ancestrale. En effet, pour la Corse, la revendication irrédentiste n'a aucun fondement historique. Je m'explique. Au cours des siècles précédant le régime fasciste, il n'y a eu de la part des Corses pratiquement aucune aspiration dans le sens, c'est-à-dire de devenir italien. De plus, côté transalpin, il n'y a jamais eu, pour la Corse, de manifestations de masse semblables à celles qui, entre 1866 et 1918, revendiquèrent Trente et Trieste. Et pendant la période du Risorgimento, les Corses suivirent certes avec sympathie les luttes d'indépendance, accueillirent des réfugiés et quelques-uns participèrent avec Garibaldi, mais les patriotes italiens ne soulevèrent quasiment jamais la question de l'italianité ancestrale de la Corse. La France était une alliée, la Corse française, il n'y avait donc aucune passion populaire qui en revendiquât l'appartenance à l'Italie. Et même en 1870, après la défaite de Sedan, Francesco Crispi, le ministre italien qui participa très activement à la politique contre la France de Napoléon III, et à qui l'on prête des velléités irrédentistes, ne fit non plus aucune allusion officielle à une question corse. Seul fait notable, toujours en 1870-1871, se développe en France une campagne d'opinion demandant la séparation de la Corse à cause du soutien que celle-ci avait apporté à Napoléon III. On assiste à de véritables chasses aux Corses, qui se manifestent par des articles, des passages à tabac et même des assassinats.
Dans l'île, les réactions sont contrastées. Quelques voix s'élèvent pour réclamer l'annexion à l'Italie. D'autres demandent l'indépendance. Mais face à cette situation périlleuse, les réactions insulaires demeurent très majoritairement empreintes de loyalisme à la France. Alors, voici un exemple d'article où l'on voit dans le journal Le Cri du Peuple du 23 février 1971 que l'on demande de céder la Corse, mais à la Prusse. En Italie, Nino Bixio prépare un corps de volontaires pour l'annexion de la Corse, mais il est arrêté très rapidement par le roi Victor Emmanuel II qui se refuse de tirer profit des difficultés de la France. Pour l'anecdote aussi, Clemenceau prend une position radicale en joignant sa voix de jeune député à une pétition du club positiviste de Paris, adversaire passionné de l'Empire et dont les membres sont au nombre de 16. Et la pétition réclame que la Corse cesse immédiatement de faire partie de la République française. Et pour l'introduire à l'Assemblée, il faut obligatoirement passer par un député. Et ce sera Clemenceau. Alors il transmet sans vraiment soutenir, la qualifiant plus tard d'erreur de jeunesse. Et le député corse Gallone d'Istria dira du haut de la tribune « Non si risponda ai scemi », on ne répond pas aux fous. Revenons à notre propos, et je vais évoquer l'action de l'irrédentisme fasciste en Italie. Alors vous pensez bien que les faits historiques cités n'ont pas d'importance pour le régime fasciste. Par rapport à l'expansion italienne en Méditerranée, la position de la Corse est stratégique et Mussolini se forge la conviction qu'il parviendra à l'annexer par le biais d'un processus davantage politico-diplomatique que militaire. Cette question est cependant traitée secrètement, au début de façon à ne pas réveiller les soupçons de la France. Certaines personnalités italiennes provenant du mouvement nationaliste, absorbées par le fascisme, et qui avaient déjà des contacts avec la Corse, se chargeront de cette activité. En 1924, Mussolini décide d'instituer à Livourne un Comitato per la Corsica, comité pour la Corse, placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Le but est la coordination de toutes les activités culturelles liées à la propagande irrédentiste et d'axer le discours sur la soi-disant italianité historique de la Corse. Ce comité est dirigé par le professeur Francesco Guerri et le député professeur Giulio Quirino Giglioli, que l'on voit ici à côté de Duce, ainsi que par un représentant du ministère des Affaires étrangères. Un document cite Filippo Caracciolo, duc de Melito, mais j'ai quelques doutes, car sa biographie le désigne comme engagé contre le fascisme et pour la construction européenne. Il est en tout cas attesté que le marquis Blasco Lanza d'Agetta, fonctionnaire du cabinet, coordonne l'ensemble des initiatives du comité. Il finance le journal Il Telegrafo édition Corse, et d'Agetta a suggéré, pour faciliter l'intégration des Corses résidant en Italie, de leur reconnaître un statut particulier, non pas de citoyens étrangers, mais de citoyens italiens hors royaume. Et en Toscane, Francesco Guerri devient le maître d'œuvre de cette politique. Et il organise les premiers groupes de propagande fasciste dans le but déclaré de préparer le rattachement de la Corse à la péninsule. Il accomplit personnellement pendant cette période une série de voyages en Corse et il entre en contact avec les autonomistes insulaires de l'époque, c'est-à-dire les membres du Partito Corso d'Azione, sur lequel je reviendrai plus loin. Et Guerri sera de tous les fronts et de toutes les initiatives. Le voici en 1937, inaugurant une statue de Pascal Paoli à Livourne. Alors à noter à sa gauche ici, ce personnage est un Corse, Marco Angeli, dont je vous parlerai dans le chapitre suivant.
Et les activités du comité seront in fine résumées dans un mémoire préparé pour la réunion du Grand Concilio del Fascismo du 4 février 1939, intitulé « L'action effectuée par le régime pour l'italianité de la Corse ». Alors on peut y lire « Le comité agit en Italie avec l'objectif de vulgariser les connaissances sur la Corse et de maintenir vivant dans certains milieux culturels et politiques, un sentiment d'attachement patriotique à la cause de l'italianité, et d'offrir une documentation prouvant les fondements historiques de notre ambition nationale. » J'ai retrouvé le discours de Mussolini lors de ce grand conseil. Il évoque, sans employer prudemment le terme d'irrédentisme, sa vision de la problématique italienne en Méditerranée. Voici ce qu'il dit en substance. L'Italie n'a donc pas de communication libre avec les océans. L'Italie est donc véritablement prisonnière de la Méditerranée. Et plus l'Italie deviendra peuplée et puissante, plus elle souffrira de son emprisonnement. Il précise, les barreaux de cette prison sont la Corse, la Tunisie, Malte, Chypre. Les sentinelles de cette prison sont Gibraltar et Suez. Et il termine par « La Corse est une arme pointée vers le cœur de l'Italie ». On ne peut être plus clair. Notez au passage l'habile procédé de renversement de la rhétorique. C'est l'Italie qui est en danger. Un acteur majeur du processus, l'itorien Gioacchino Volpe, qui déjà dans un article publié en 1923, fournit une justification historique pour revendiquer la Corse comme une terre italienne. Il dit « La Corse possède certes sa propre individualité, comme une véritable nation, mais elle est également l'une des grandes îles ayant avec l'Italie des affinités ethniques qui expliquent ces affinités linguistiques et culturelles. Il est aussi l'auteur d'une histoire de la Corse italienne, appelant même Pascal Paoli à la rescousse. » Alors il fait référence ici à un texte de Paoli, que celui-ci prononça avant la bataille de Ponte Novo. Alors si on regarde un peu la traduction, on voit en effet qu'au début, Paoli dit « Nous sommes Corses de naissance et par nos sentiments, mais tout d'abord nous nous sentons italiens par la langue, les coutumes et les traditions. » Alors Volpe met en avant ce texte d'un Paoli bientôt vaincu par les troupes du roi de France. Mais il oublie la suite du discours où Gênes est traité de république tyrannique. Et même, si l'on scrute les textes de Paoli évoquant une alternative à l'indépendance de la Corse, cette propagande oublie le Paoli de 1790, qui a voulu un temps l'adhésion de la Corse à la République française. Je préfère de beaucoup la fusion de la Corse avec les autres provinces françaises à une indépendance proprement dite. Ou bien on nous en priverait, ou bien quelqu'un la vendrait, ou s'en rendrait le tyran. Aucune référence à l'Italie. Oubliant aussi le Paoli de 1802, en exil, qui écrit de Bristol à l'abbé Giovannetti « Louons le ciel, libertés et bonnes lois. Cela, notre pays l'a obtenu avec la France, grâce à l'un de nos compatriotes. Dans le système présent de la politique européenne, nous n'aurions pu jouir de ce bien en formant un État. On le voit, nulle trace d'une quelconque aspiration transalpine. Cela clôt le débat sur Paoli, mais nous allons le voir, les irrédentistes italiens en ont cure. Et Paoli n'en a pas fini de se retourner dans sa tombe. Et revenons donc à Volpe, et celui-ci va très loin. Et dans cet excellent document que vous voyez à l'écran, on peut lire que, dans le but de réanimer l'hégémonie culturelle italienne en Corse, Volpe fait paraître en 1924 le premier d'un numéro de la revue Bollettino Mensile della Società di Amici della Corsica, bulletin mensuel de la Société des Amis de la Corse. Et les articles y font tous l'apologie de l'italianité de l'île, à tel point que Mussolini lui écrit le 25 mai 1924 et lui ordonne l'arrêt immédiat du Bollettino.
car sa publication risque de desservir la cause irrédentiste en Corse et de procurer des ennuis aux autonomistes et aux amis de l'Italie. Alors Volpe obéit sans discuter. Cela ne le dissuade pas, et Volpe fonde à Milan, en 1925, le Centro di Studi Corsi et lance une collection de monographies consacrées à l'histoire de la Corse, ainsi que l'Archivio Storico di Corsica. Volpe, jouissant d'une renommée considérable en Italie, de par sa proximité avec le régime, sa revue est largement diffusée et peu discutée. L'un des rares à les analyser sévèrement est un jeune historien, Franco Venturi, qui va acquérir plus tard une grande renommée. Il sera spécialiste de l'Italie et de la Russie, et il sera surtout très tôt un antifasciste actif dans la résistance. Et pour Venturi, l'histoire corse de Volpe et de ses disciples est une histoire fantaisiste, élaborée uniquement pour les usages de la politique du fascisme. Exemple, aux effers de Pontenove, la première bataille du Risorgimento italien revient à écrire une histoire imaginaire. Alors il fait référence, entre autres, ici, à un article de Volpe paru dans la Tribuna du 11 mai 1923 que j'ai retrouvé et que vous avez à l'écran, et dans lequel on peut lire, voici la traduction, nous Italiens avons également le droit de retrouver dans cette histoire qui a culminé sur l'île le 9 mai 1769 un peu de notre histoire. Alors la bibliographie sur l'italianité de la Corse, sortie pendant cette période dans les années 30, est très riche. Les publications, les conférences, les articles de journaux, les recueils de nouvelles, les romans, les opuscules divulgateurs sont diffusés dans toute l'Italie, avec souvent la même litanie. Depuis quelques décennies, les plus combatifs des Corses ont vu se réveiller en eux l'amour envers leur grande mère, l'Italie. La Corse est tout au premier plan des terres irrédentes et qui, aujourd'hui, aux mains des Français et des Anglais, pour Malte, doivent retourner à l'Italie. Et ce sont des sommes astronomiques qui sont dépensées pour tenter de mener à bien cette folle entreprise. Alors voici quelques exemples. L'italianité, alors retenez ici il Parocco. Et voici la revue bimensuelle de Francesco Guerre. Alors en 1933 sont créés en Italie les groupes di cultura corsi, groupes de culture corse, création à l'initiative d'un Corse, Pietro Giovacchini. Alors ces groupes sont successivement baptisés les groupes d'Azione Redentista Corsa, puis le Movimento Redentista Corsa et enfin Movimento d'Azione Redentista Corso. En 1940, ils atteignent 22 000 inscriptions, mais leur activité reste limitée à l'Italie, même si Giovacchini cultive, lui, le projet d'assumer un rôle direct dans l'annexion de l'île et aussi dans l'île. Alors notez sur le fascicule qu'on n'hésite pas à remettre le bandeau sur les yeux. Vous avez ici un exemple de fascicule d'inscription. Quand je vous disais que Paoli allait bouger dans sa tombe. Alors, ce qui était Giovacchini? Alors, c'était un poète, homme politique et patriote italien, originaire de Corse, considéré comme le plus grand représentant de l'irrédentisme italien en Corse. Alors, il déménage en Italie en 1930, donc à l'âge de 20 ans, afin d'étudier la médecine à l'université de Pise, grâce à une bourse dont je parlerai plus tard. Et il est surnommé le Parocco, le curé, dont vous avez vu un exemple de publication dans le slide précédent. Il participe comme commandant dans les troupes fascistes italiennes aux guerres d'Espagne et d'Abyssinie. Et il considérait lui aussi Paoli comme le précurseur de l'irrédentisme corse en faveur de l'unification de l'île à l'Italie. Il est élu pour représenter la Corse au Parlement fasciste d'Italie en 1942, et lorsque l'Italie occupe la Corse, Giovacchini est pressenti comme possible gouverneur de Corse si le royaume d'Italie avait réussi à annexer l'île. Il ira même, pendant la guerre,
dans les camps de prisonniers français en Allemagne pour recruter des Corses et les rallier à la cause irrédentiste. Et d'ailleurs, il s'opposera dans ces camps aux émissaires français de Vichy qui voulaient recruter les mêmes pour entrer dans la milice. Alors voici un texte qu'il envoya au Duce. Condamné à mort par contumace par le tribunal de Bastia en 1946 comme déserteur et traître après la défaite de l'Italie, il échappe à la sentence en s'exilant à Canterano, près de Rome, où il décédera en 1955. Un autre acteur important, je pense que vous l'avez reconnu, il s'agit du comte Ciano, ministre des Affaires étrangères, gendre du Duce, et personnalité majeure du régime fasciste, jusqu'à ce qu'il fomente un complot contre Mussolini qui le fera fusiller en 1944. Concernant l'irrédentisme, il est aux premières loges vu ses fonctions. Et le 30 novembre 1938, il prononce à la Chambre des députés un discours qui vient donner une forme concrète aux ambitions territoriales fascistes. Et pendant le discours, Ciano évoque la politique étrangère et les aspirations naturelles du peuple italien, et s'élève alors une véritable tempête d'acclamations spontanée, aux cris de Tunisi, Nice, Savoie et Corsica à Noï. Discours, on le verra plus loin, d'une grande importance sur la suite des événements et pas forcément dans le sens escompté. En attendant, comme je vous l'ai dit, donc du fait de son ministère, il est le point d'entrée de toutes les missives ou analyses sur la problématique corse. Voici quelques exemples de l'iconographie de l'époque. On reconnaît ici le symbole du fascisme, les fascios, les faisceaux, de chaque côté de l'emblème de la Corse, le drapeau italien entourant la Corse et carrément la Corse aux couleurs de l'Italie. En voici quelques autres. Deux autres pour terminer. Alors à gauche, nous avons A Nostra Santa Fede, qui est le Catéchisme Corso, écrit par Eugenio Grimaldi, qui n'a rien de religieux et qui décline les commandements de tout bon Corse. Et à droite, la Corse qui se libère du joug de deux serpents venimeux qui sont, je pense, Daladier sur la droite et Chamberlain sur la gauche. Le 28 juin 1936, dans l'église de Santa Croce à Florence, a lieu l'inauguration d'une stèle à la mémoire de Pascal Paoli. Et Francesco Guerri, toujours lui, dans son discours, raconte l'histoire de la Corse martyre et du grand héros précurseur de l'unité italienne, c'est-à-dire Pascal Paoli. Alors on verse parfois dans le cocasse, et j'ai trouvé dans l'Almanacco Popolare di Corsica de 1932 un article où l'on relate avoir montré cette photo datée de juin 1930 à des paysans de Zicavo qui ont reconnu le Duce en visite incognito. Alors la propagande n'est jamais très loin et l'article se conclut sur l'allégorie est belle, le Duce et le mouflon, c'est l'Italie qui s'empare de la Corse. Et en 1938, on atteint des sommets dans la propagande. Et c'est une véritable expédition financée par un industriel proche de Mussolini, du nom de Piccinini, qui vient dans l'île. 15 membres et 2 opérateurs de cinéma. Et ce sont des alpinistes, d'où le titre. Alors ils appartiennent au groupe Universitario Fasciste et veulent escalader le Monte Cinto, dans ce qu'ils nomment la plus italienne des îles. Ils disent avoir été accueillis avec enthousiasme par les Gnolais, alors je n'ai aucune preuve de cela côté corse. Et tout à leur excitation nationaliste, les alpinistes italiens graveront l'inscription
Viva Dulce, sur les rochers près du sommet du Cinto. N'étant pas alpiniste, je n'ai pas été vérifié sur place pour savoir si cette inscription y est toujours. Et l'on compose même une chanson, Mediterraneo, de Vittorio Emanuele Bravetta et Giuseppe Blanc, très explicite, dont je vous fais profiter de quelques... Voilà, je stoppe ici l'écoute de ce monument de la chanson italienne. Et pour terminer ce florilège, voici en 1940 une exposition sur l'italianité de la Corse à Gênes. Venezia, la mostra dell'italianità della Corsica inaugurata dal Duca di Genova è la degna conclusione di un lavoro quasi decennale svolto in Italia dai gruppi d'azione Corsa per far conoscere l'isola italiana di sangue, spirito, lingua e cultura, che divise le fortune di Roma, di Pisa e di Genova fino alla tragedia di Ponte Novo, che nel 1769 consacrò il dominio francese. Hanno contribuito alla mostra, oltre ai gruppi d'azione, l'Archivio Storico di Corsica, il Farmense, l'Istituto Geologico di Cagliari, la Biennale di Venezia e la Deputazione di Storia Patria Toscana. Il busto di Pasquale Paoli, eroe dell'indipendenza corsa, nella Sala dell'Italianità. Alors nous abordons le deuxième volet, l'action de l'irrédentisme fasciste en Corse. Alors, le comité pour la Corse, cité plus haut, commence à agir directement en Corse dès 1924. Et il appuie financièrement le Partito Corso d'Azione et ses publications, ainsi que le journal Amouvre. Et on introduit dans les écrits de défense de la langue corse et de sa tradition des articles qui célèbrent Mussolini et le fascisme. Alors, les financements du comité sont également destinés à d'autres journaux corses de droite et individuellement aussi à des journalistes. Alors je parle beaucoup d'argent, mais de ce point de vue, c'est une entreprise folle. Le 30 décembre 1938, après un entretien avec le journaliste et écrivain Paolo Monelli, Galeazzo Ciano écrit dans son journal « De retour de Corse, Monelli me confirme ce que je savais déjà, c'est-à-dire que l'irrédentisme corse n'existe pas et que le parti de Petru Rocca, au complet, ne compte pas plus de 10 personnes. Certes, la cause irrédentiste a eu peu d'écho en Corse, c'est attesté par la plupart des documents. Mais il ne faut pas pour autant minimiser l'action de ses sympathisants qui ont été très agissants. Et deux courants ont fourni des troupes aux idées fascistes et irrédentistes. D'un côté, des hommes politiques proches de l'extrême droite, doublés d'admirateurs du Duce, et de l'autre, le mouvement nationaliste naissant. Alors en effet, avec l'émergence des nationalismes du XIXe siècle, se greffent des mouvements régionalistes. Et la Corse s'insère très bien dans cette dynamique, d'autant plus que depuis 1880, les quelques activités productives qui auraient pu se développer en Corse, l'artisanat, petite industrie et agriculture spécialisée comme la vigne, l'olivier ou le blé, disparaissent petit à petit, amorçant l'exode des Corses et la désertification de l'île. Ce phénomène est amplifié par les ravages de la Première Guerre mondiale. Et donc dépeuplée et appauvrie, la Corse se trouve face à une crise décisive de son histoire et qui incite certains à la recherche d'une voie dans la renaissance identitaire.
Et le mouvement qui commence à se créer se regroupe autour du journal Amouvre, fondé par Petru Rock en 1920. Les objectifs au début sont clairs. Nous voulons que la Corse soit considérée comme non seulement un département français, mais aussi comme une nation ayant son histoire, sa langue, ses traditions et son avenir propre. Alors vous avez reconnu ce magnifique tableau qui est au Palais Fèche, un tableau de Dominique Frassat, jeunes gens lisant le journal Amouvre. Alors Petru Rock. Petru Rock, il est né le 28 septembre 1887 à Vico et mort le 7 juin 1966 dans ce même village. Après une période d'engagement dans l'armée, il s'installe à Paris où il est employé dans une imprimerie. Il commence à écrire notamment dans la revue A Tramontana de Santo Casanova, que l'on voit ici jeune et plus âgé. Et durant la Première Guerre mondiale, il est mobilisé en 1914. Sur le front, il rédige Le Canard des Marais pour ses camarades. Blessé à de nombreuses reprises, il est fait officier, puis chevalier de la Légion d'honneur. À partir du 15 mai 1920, il publie la revue Amouvre pour défendre la langue et la culture corse. Son imprimerie, transférée à Ajaccio, édite de très nombreux ouvrages d'écrivains corses. Petru Rock passe rapidement à la politique en créant en 1923 le Partito Corso d'Azione, qui réclame l'autonomie de l'île, puis progressivement l'indépendance. Le dynamisme et le talent de tribun de l'écrivain vicolais lui donnent une certaine audience. À noter, dans le courant de l'été 1923, qu'il se rend à Pise, d'où il revient avec 200 000 francs et un nouveau matériel d'imprimerie. Il lance une souscription publique pour édifier la Croce di Ricordo à Ponte Novo. La bataille était tombée dans l'oubli et elle est recélébrée pour la première fois, donc le 3 août 1925, avec un discours historique du chef de Amouvre. Petru Rock voulait s'en tenir à l'action culturelle et refuse l'action directe, mais son parti est de plus en plus attiré par l'irrédentisme italien. Pendant la guerre, Petru Rock confirme ses choix dans une collaboration zélée avec les occupants au point de tenir salon à son domicile ajaccien avec des officiers fascistes. Il dénonce à Lovra un marin antifasciste italien, coupable d'avoir prononcé devant lui des paroles blessantes à l'égard de Mussolini. Pour mémoire, Lovra, c'est l'Organizzazione di Vigilanza e Repressione dell'Antifascismo, c'est l'équivalent italien de la Gestapo. Entre-temps, en 1938, Petru Rock est exclu de l'ordre de la Légion d'honneur et en 1939, quand le conflit mondial débute, Amouvre est interdite. Je vous en parlerai plus tard. À la veille de la capitulation italienne, il fera d'ailleurs appel à eux pour fuir en Italie. À la fin de la guerre, Petru Rock est condamné à plusieurs années de prison, 15. Libéré, il continuera à écrire des poésies et contribuera à de nombreux journaux. Intéressons-nous maintenant aux irrédentistes corses. Alors que les initiatives à caractère culturel rencontrent une large audience, l'influence politique du Partito Corso d'Azione reste très limitée. En outre, des tensions internes se développent et vont conduire à la création en 1927 du Partito Corso Autonomista. Et à côté des tendances plus modérées ou proches de la droite nationaliste française, une partie des rédacteurs du journal Amouvre s'oriente vers le fascisme italien, abandonnant le projet d'une autonomie corse au profit d'un rapprochement avec l'Italie. Un petit focus sur les publications de Amouvre, en quelques dates et quelques écrits. En 1925, elle soutient François Coty aux élections législatives. En 1936, elle applaudit à la victoire italienne en Éthiopie. En 1938, elle vilipende le Front populaire. Toujours en 1938, elle publie des articles contre les judéo-bolcheviques et Londres. En 1939,
La Mouvre a reproduit un texte du journal Le Porc-Épic contre les Juifs et les francs-maçons. Et enfin, en 1939, Amouvre se réjouit de l'invasion de la Pologne et prône une Europe allemande. Voici quelques articles et une tirés des archives départementales. La victoire italienne, qui fait donc référence à l'Éthiopie. Kurz et Italiano. Et enfin, après la Corse française, la Corse juive. Le comité pour la Corse décide aussi d'investir une partie des fonds employés pour la propagande à la concession de bourses à de jeunes Corses qui sont invités à faire leurs études universitaires en Italie. Parmi eux, Petru Giovacchini, cité plus haut, mais aussi Marco Angeli, qui était un médecin et homme politique, chantre de l'irrédentisme italien en Corse. On le voit ici défilant avec un drapeau corse dans les mains. Voici une autre vue de la même photo. Et l'histoire raconte que ce serait la femme de Francesco Guerri qui aurait cousu la tête de mort sur un drap blanc pour en faire la bandiera. D'ailleurs, on dit aussi que Guerri fut assez mécontent de ce défilé car il l'estimait mal préparé et avec peu de monde. Il est né soit à Sartène d'une noble famille d'origine génoise pour certains documents, soit à Saute pour d'autres, comme le mémorial. Sa date de naissance, elle aussi, est imprécise. Il a obtenu son diplôme en médecine à l'université de Pise. Une information à prendre au conditionnel, il aurait été le médecin attitré de Clara Petacci, maîtresse de Mussolini, mais je n'ai vu cette information que dans un seul document. En Italie, il rencontre et devient ami avec Petru Rocca et devient aussi le bras droit de Francesco Guerri. C'est lui que l'on voit, rappelez-vous, sur la photo où Guerri inaugure le buste de Pascal Paoli. En 1943, il retourne en Corse avec Petru Giovacchini. Et après la défaite de l'Italie, le tribunal de Bastia l'a condamné à mort en 1946, mais il a réussi à rester en Italie jusqu'à sa mort en 1985. Anton Francesco Filippini est un écrivain, poète et irrédentiste. Il a fait partie de la mouvance Amouvre et grâce à une bourse, il sera à Rome en 1927 à 18 ans, où il étudie les sciences politiques avec une thèse dédiée à Napoléon et Carlo Andrea Pozzo-di-Bo. Établi définitivement dans la capitale italienne, il fonde et dirige le magazine irrédentiste et antisémite L'Idea Corsa, rédigé en 3 langues, italien, français et corse. Pendant la guerre, il s'engage dans l'armée royale italienne et collabore avec les groupes de culture corse de Petru Giovacchini. Durant la période fasciste, il est le secrétaire du comte Ciano, le ministre des Affaires étrangères. Et il est considéré comme le plus grand poète corse. Francesco Giamari. Alors il est né à Ortaglia en 1908 et mort à Rome en 1973. C'est un xylographe de mérite et il suit des cours de peinture de scénographie à l'Académie des Beaux-Arts de Rome, se consacrant avant tout à l'illustration de livres et de publications à caractère corse, comme par exemple dans la revue Corsica Antica e Moderni de Francesco Guerri. D'ailleurs, pour les avoir tous parcourus, on peut s'apercevoir que 80% des illustrations sont de Francesco Giamari. Il participe aussi à l'Atlas ethnographique et linguistique publié par Gino Bottiglioni. Alors il est connu pour ses gravures sur bois, très originales, et il illustre de très nombreux ouvrages italiens aussi, et bien sûr de propagande irrédentiste. Alors en voici une à l'écran, Il Ritiamo, dont on voit qu'au-delà du célèbre Ponte Novo,
Et sur la ligne d'horizon se dessine la silhouette de la louve capitoline, vers laquelle regarde un combattant corse muni d'un long fusil et de la barrette à mige sur la tête. Voici deux autres gravures. Pour celle-ci, Ridenzione, la Corse libérée de ses chaînes, salue l'Italie qui tient dans sa paume gauche une victoire ailée. Pour la petite histoire, il réalisa aussi des affiches de films dans les années 40, j'en ai retrouvé deux. Il Figlio di Frankenstein, où on voit ici sa signature. Il décède à Rome en 1973 et son corps est ramené et inhumé dans son village de l'Ortale. Angelo Bertinopoli, dont je ne dispose d'aucune photo, il est né à Poggio di Nazza en 1905 et il étudie à l'université de Pise. Écrivain en corse et en italien et irrédentiste. Il est l'auteur de l'ouvrage Un pensiero irredentista corse, que vous voyez à l'écran, qui est l'une des principales œuvres consacrées à la cause. Peu de temps avant la déclaration de guerre de l'Italie à la France, il écrit une lettre à Mussolini où il se décrit comme corse, irrédentiste et italien. Alors lui aussi, le 1er octobre 1946, il est condamné à mort par contumace par le tribunal de Bastia pour haute trahison et accusé de collaboration. Il échappe, comme les autres, à la peine en se retirant pour vivre près de Varèse où il est mort en 1980 à l'âge de 75 ans. Mais la personnalité la plus influente, adhérant aux positions pro-fascistes, est le vieil et populaire écrivain Santo Casanova, qui avait, rappelez-vous, créé en 1896 à Tramontane. Dans les dernières années de sa vie, il prend publiquement position à plusieurs reprises en faveur de Mussolini et du fascisme, produisant notamment des écrits et poèmes célébrant la guerre d'Éthiopie. Et il décide en 1936 de s'installer à Livourne, où il est accueilli avec tous les honneurs. Le jour où il débarque, il adresse un télégramme à Mussolini, Omaggio al Duce del poeta Santo Casanova, publié dans Il Talligrafo du 4 novembre 1936, que je n'ai pas retrouvé, mais dont voici le fac-similé, où l'on voit qu'il proclame tout son amour à l'Italie et au Duce. Il meurt quelques semaines plus tard, le 27 décembre, et le Télégraphe lui rend un vibrant hommage que vous avez à l'écran. Alors voici d'autres irrédentistes. Il s'agit de Matteo Rocca, le frère de Petro, Ageno Grimaldo, dont je vous ai dit qu'il avait publié à Nostra Santa Fe le catéchisme, mais qui surtout a dénoncé des résistants à l'Ovra. Il est d'ailleurs le seul des condamnés à mort à être présent au procès. Et ayant formulé une demande de grâce, il obtiendra la commutation de la peine de mort en peine de prison. Alors côté ecclésiastique, l'abbé Domenico Carlotti, qui est mort en prison en 1948, il avait été condamné pour collaboration, ainsi que l'abbé Tommaso Alfonsi, dont le pseudonyme était Ubabizio, le grand-oncle. Voilà, j'arrête là. Une autre tendance, les cyrénéistes. Elle apparaît en 1924 et elle est fondée par Paul Arrighi. Pour cette tendance, l'identité régionale se nourrit des thèses de l'extrême droite pour être parfaitement en phase avec la propagande mussolinienne. Le courant se dit sans compromission politique et s'oppose à Petru Rocca. Il dispose d'une revue, l'Anno Corso, qui deviendra en 1937 l'année corse, pour justement se différencier des écrits corses de Petru Rocca. Et avec le poète maestral et quelques intellectuels, ils rejettent l'irrédentisme et ne veulent servir que la culture corse. Cependant, après l'armistice de juin 40, Arrighi fera allégeance au pouvoir de Vichy, considérant alors que l'identité française se rénovait dans la révolution nationale pétiniste.
c'est-à-dire rejet du parlementarisme, de la démocratie représentative et du multipartisme. Je vais aborder maintenant les personnalités politiques sympathisantes, et à commencer par je pense que vous l'avez tous reconnu, il s'agit du grand parfumeur François Coty. Né Joseph-Marie Françoise Portono en mai 1874 à Ajaccio, et après une enfance un peu bouleversée, il arrive en 1898 à Paris, où il devient l'attaché parlementaire non rémunéré d'Emmanuel Arène. Et il est alors introduit dans les milieux influents parisiens. Alors pour faire court, il se lance dans la parfumerie sous le nom de François Coty, nom de sa mère, et Arène lui suggère de transformer le I en Y. Et il est le véritable créateur de la parfumerie moderne. Or c'est un personnage contrasté. D'un côté, homme d'affaires avisé, généreux donateur pour des causes humanitaires, mécène qui aida la tentative réussie de la traversée de l'Atlantique par Coste-Belonte, côté Europe vers les États-Unis. Pendant la guerre de 14-18, il a généreusement continué à payer en demi-solde ses salariés qui étaient au front, et il finance à Paris un hôpital pour les blessés de la guerre, et pour la Corse une école d'horticulture et une de commerce. Et surtout, combien de nos compatriotes à l'époque lui devront un emploi dans ces entreprises. De l'autre côté, en lien avec notre propos, c'est son engagement pour l'extrême droite et pour la cause fasciste. Engagement précoce, il se murmure que ce parfumeur qui sent le soufre aurait financé la marche sur Rome de Mussolini, qui marque l'avènement fracassant du Duce aux destinées de l'Italie. Marche qui s'est déroulée entre le 27 et le 30 octobre 1922. Alors, je n'ai qu'une seule source pour cette information, elle est issue d'un article intitulé « 2 siècles de Figaro », mais je n'ai pas d'autres preuves directes. Ce qui est sûr, c'est qu'en mars 1923, nouveau propriétaire du Figaro, il est reçu par l'homme fort de l'Italie au palais Chigi. Chez Mussolini, titre le quotidien du 22 mars que j'ai retrouvé et que vous avez à l'écran. Et Coty s'extasie dans son journal « L'Italie voit s'ouvrir une ère d'espérance et de bienfaits ». Coty écrit le 18 mai 1933 une tribune dans le Figaro pour empêcher la venue au Collège de France d'Albert Einstein. Voici quelques extraits qui apparaissent à l'écran. Et Einstein est traité de communiste militant, se prenant pour un Israélite persécuté. Et Coty dénonce un plan ourdi par les ennemis de la France pour en faire le camp de refuge de la Troisième Internationale. Coty a compris que le pouvoir de la presse l'aiderait pour une carrière politique. Il achète donc le Figaro et l'oriente vers l'extrême droite. Mais cela ne lui suffit pas. Entre 1922 et 1934, il achète ou fonde 5 journaux parisiens, en commandite et en subventionne une quinzaine d'autres, et place dans sa mouvance plus de 30 organes régionaux, dont Amouvra. Et Coty donc subventionne la presse d'extrême droite, l'Action française de Charles Maurras, le Nouveau Siècle du fondateur du faisceau Georges Valois. Il héberge dans ses locaux l'organisation des Croix de Feu. Et François Coty organise et orchestre aussi la première campagne de presse antisémite d'envergure dans les années 30 dans son journal L'Ami du Peuple. Mais au début des années 30, l'empire de Coty s'effondre et il est débarqué du Figaro par le conseil d'administration qui est lassé de sa croisade extrémiste et de ses propos incontrôlables. Il se replie alors sur la Corse, où il peut compter sur ses amis du parti bonapartiste d'Ajaccio pour essayer de relancer sa carrière politique. Et de 1931 à 1934, il est le maire d'Ajaccio, désigné par les bonapartistes. Alors avec lui, le bonapartiste prend une coloration qui le décroche de sa nature originelle. François Coty collabore au journal L'Éveil de la Corse, qui multiplie les phrases admiratives pour les réussites du fascisme et du nazisme.
Et il propose même de mettre hors d'état de nuire les réfugiés anti-nazis allemands et de les parquer dans un camp de déconcentration où l'on pourrait surveiller de près cette vermine. Alors je fais référence à cet article qui est paru dans l'Éveil de la Corse, qui reprend les propos de François Coty sur ces réfugiés. François Coty, bien que replié en Corse, peut encore influer sur la scène parisienne, avec la formation qu'il a fondée en 1933 et qu'il préside, Solidarité française, inspirée des milices fascistes. Ils portent chemise bleue, short gris, bottes, ceinturon et font le salut romain. Ils seront bien sûr présents avec d'autres émeutiers ce 6 février 1934 pour donner l'assaut anti-parlementaire protestant contre le limogeage du préfet de police Jean Chiappe à la suite de l'affaire Stavisky. Quelques mois plus tard, le 25 juillet 1934, il meurt à l'âge de 60 ans. Comme le dit si bien Antoine Poletti sur le site des anciens combattants, l'enfant prodige d'Ajaccio aurait pu, pour la postérité, être digne du Capitole, mais la roche tarpéenne en est si proche que le salut à la romaine aura suffi pour l'émener. Une rue d'Ajaccio et un stade portent son nom. François Coty a pu compter aussi sur le député de Corté, le chef de clan François Pietri. Ils collaborèrent ensemble au journal L'Éveil de la Corse et François Pietri fut aussi président des Croix de Feu sur l'île. Il fut député de Corse de 1924 à 1940 sous l'étiquette républicain de gauche. Plusieurs fois ministre dans l'entre-deux-guerres, ambassadeur du gouvernement de Vichy en Espagne de juin 1940 jusqu'à 1944. On le voit ici avec le maréchal Pétain ainsi que deux dignitaires espagnols. Et c'est à ce titre qu'il fut condamné par la Haute Cour de justice à 5 ans d'indignité nationale le 4 juin 1948. Le voici en photo ici avec Pierre Laval. Alors c'est une personnalité complexe, car en même temps, il a aidé de nombreux juifs à fuir de France vers la zone libre d'Afrique du Nord via l'Espagne pendant son mandat d'ambassadeur. Et jeune, il fut Dreyfusard. Le 31 janvier 1950, une mesure de relèvement est prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature en sa faveur. Il reçoit en 1956 le Grand Prix Gobert de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre historique. Et François Pietri était également un sportif accompli. Il est international à l'épée entre 1921 et 1922, ce qui lui vaut par la suite de présider la Fédération française d'escrime et de faire partie du Comité international olympique. Il meurt en 1966. Lui aussi, une rue d'Ajaccio porte son nom, c'est la rue des archives départementales. Je termine avec Dominique Paoli. Alors lui, nettement plus conservateur que ses prédécesseurs et admirateur comme Coty du régime italien. Et il ne cache pas son aversion de la République qu'il qualifie de régime de honte et de boue. Et Dominique Paoli se rallie idéologiquement au fascisme, faisant même adopter un texte de solidarité avec Mussolini lors d'une réunion de conseil municipal, celle du 28 novembre 1935, dont vous avez la reproduction ici, et l'envoie sous forme de télégramme au Duce. Lui aussi était membre de la Ligue des Croix de Feu. Alors il condamnera tout de même l'invasion de la France par l'Italie, mais sa dérive fasciste se poursuit après 1940, lorsqu'il est maintenu en place par Vichy. En effet, sous l'époque de Vichy, les maires étaient nommés et non pas élus, et il s'engage sur une orientation ouvertement collaborationniste. En 1943, Paoli est destitué par les communistes et condamné avec son épouse à la relégation aux limites du désert algérien. Il sera plus tard autorisé à rentrer en métropole et se fixera à Nice jusqu'à son décès en 1956. Lui, c'est un boulevard qui porte son nom à Ajaccio.
Autres acteurs importants, les consuls. Outre leur action de renseignement, ils sont également chargés par le régime de la circulation clandestine de la presse italienne, notamment le journal Il Telegrafo Edizione della Corsica, dont voici quelques éditos. L'Italianità della Corsica, l'Italianità de Pasquale Paoli, ainsi que la revue Archivio Storico di Corsica. Tous ces ouvrages et journaux sont interdits en France. Les consuls sont aussi chargés du financement des partis locaux ainsi que des journaux proches de l'Italie fasciste. Alors à ce stade, une question se pose. Hormis les consuls, pouvait-on compter sur le relais des Italiens vivant en Corse? Ils sont relativement nombreux, 17 000 en 1935. Le commissaire spécial d'Ajaccio identifie 3 catégories. Des fascistes, fréquentant les faisceaux locaux, des antifascistes, ayant fui la misère et le régime, et des Italiens très intégrés. La première catégorie représente à peu près 20%, ce sont des activistes mais très prudents. Ils entrent dans le cadre souhaité par Guerri. Mais ils ont été très combattus par les seconds. Voici par exemple une affiche à l'écran qui a été publiée par l'Union populaire italienne et qui se veut un plaidoyer contre le fascisme. Alors pour terminer ce chapitre, voici l'insigne fasciste corse, on voit bien le symbole du faisceau qui est accolé à la tête de Corse avec les yeux bandés entre parenthèses. Alors un peu d'histoire. Il s'agit de l'ancien symbole romain du pouvoir exercé par les magistrats. Et dans la Rome antique, les licteurs constituent l'escorte des magistrats qui possèdent l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir de contraindre et de punir. Il est symbolisé par un paquet de bâtons pour la punition corporelle avec une hache pour la mise à mort par décapitation. Et le faisceau de licteurs a été repris comme emblème à certaines époques par divers mouvements ou régimes politiques dans différents pays. Ainsi, il a été repris par la Révolution française. On voit ici au milieu. C'est l'emblème du canton de Saint-Gall en Suisse. C'est le logo actuel de la Guardia Civile espagnole et bien entendu du parti fasciste italien. Abordons maintenant les anti-irrédentistes. Mis à part le groupe restreint des autonomistes et des sympathisants pro-fascistes dont j'ai parlé, les idées irrédentistes n'ont que très peu de succès en Corse, et ce malgré les financements secrets considérables. L'opinion publique corse reste longtemps assez indifférente aux sirènes italiennes, d'où une attitude assez tolérante. Mais au fur et à mesure que les revendications fascistes s'affirment, le sentiment pro-français augmente. Alors indifférence, pas pour tout le monde. Le journaliste Pierre Andreani, par exemple, s'élève très tôt, dès 1929, contre les velléités italiennes en signant des articles dans différents journaux insulaires jusqu'en 1939. Voici un exemple, l'Italie dans les colonies, qui date du 20 février 1933, Corse, terre française, de décembre 1938, la vague fasciste, de décembre 1938 toujours, et d'autres articles qui sont regroupés par Pierre Andreani dans cette publication de 1939 qui regroupe la plupart de ces articles, intitulée « Le fascisme et la Corse ». Ou bien Henri Homès, qui publie en 1931 dans Le Figaro, qui entre-temps avait changé d'obédience, une série d'articles intitulés « Le visage de la Corse », dont l'un d'entre eux, publié le 27 mai, traite de l'italianité de la Corse. En voici un extrait. Et c'est un véritable réquisitoire contre l'irrédentisme, ce qui lui vaut la vindicte immédiate d'Il Telegrafo.
mais aussi le journal de la Corse. Voici quelques exemples de l'année 33. En janvier, toujours l'italianité de la Corse. En mars, l'énigme italienne. Octobre, le journal s'émeut des bourses italiennes aux étudiants, évoqué tout à l'heure. Et en décembre, la propagande italienne et son inutile action en Corse. Et ce sont les ingérences italiennes dans les campagnes pour les législatives en Corse à partir de 1928 qui vont faire évoluer cette opinion. L'Italie soutient sans nuance la droite insulaire, le parti des Neri, représenté par François Pietre et par Jean Chiappe, contre le parti des Rossi, la gauche radicale, alors très influente, avec d'une part Adolphe Landry et d'autre part César Camping, avec effet immédiat de réveiller les passions populaires italophobes. Alors un mot sur ces deux personnalités. Adolphe Landry a été député et sénateur corse de 1945 à 1955, ministre du Travail et de la Prévoyance. Il généralise les allocations familiales en 1931 et il inspire le Code de la famille en 1939. César Camping, lui, a été garde des Sceaux entre janvier et mars 38, ministre de la Marine de 38 à 40, député de la Corse entre 32 et 41. Et le 16 juin 40, il est l'un des rares députés qui, avec Georges Mandel, Édouard Daladier et Pierre Mendès France, embarque sur le Massilia pour continuer la lutte contre l'Allemagne. Et le fameux discours du comte Ciano, donc le 30 novembre, affirmant les droits de l'Italie sur la Corse, provoque une première résistance insulaire. Et des hommes tels que Jean Zuccarelli, ancien maire de Bastia, ou Eugène Comiti, dont je n'ai pas de photo, animent les grandes manifestations de protestation du 4 au 11 décembre 1938. Elles sont fondées sur deux exigences: le refus radical de l'idéologie fasciste et l'affirmation de l'appartenance de la Corse à la nation française. Dès lors, la riposte des Corses est massive et le pacifisme n'est plus de mise face aux prétentions du Duce. Alors à signaler aussi un mouvriste non irrédentiste. Dans l'entre-deux-guerres, Simon-Jean Vinciguerra mène la bataille en faveur de la langue corse et il estime qu'elle doit être préservée, enseignée et diffusée. Et il fera partie du mouvement Amour auquel il donnera beaucoup jusqu'en 1934. Mais il quitte cette ligne au moment où ce mouvement se tournera vers l'irrédentisme. Et dans les années 36-38, il est l'un des animateurs du comité antifasciste, président du comité de soutien républicain espagnol, et il écrit paroles et musique du chant des patriotes corses, dont voici un extrait. Le 4 décembre 1938, le président des anciens combattants du nord de l'île, Jean Ferrach, fait acclamer par la nombreuse foule bastiaise un serment solennel. Face au monde de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. Alors la presse se fait l'écho de cette manifestation et citons aussi Hyacinthe de Montera, avocat et maire de Bastia. C'est lui qui prend la tête du cortège et le conduit place Saint-Nicolas pour prêter le serment devant le monument aux morts. Dans une partie de son discours, il clame toute sa haine envers le gouvernement fasciste italien. Il sera destitué en 1941 par le régime de Vichy et il est emprisonné par l'occupant italien. À la Libération, il retrouve son fauteuil de maire de Bastia.
Alors, une petite anecdote le concernant, le 21 avril 1932, pendant sa plaidoirie, il est grièvement blessé à cause de l'effondrement du toit du palais de justice de Bastia, qui fit une vingtaine de morts et une trentaine de blessés. Alors voici quelques témoignages sonores concernant ce défilé de Bastia. On peut dire que l'esprit de résistance est né dès 1938, bien avant la déclaration de la guerre, lorsque Mussolini a manifesté son intention d'annexer la Corse. Mussolini prétend annexer Nice, la Savoie et la Corse. À la Chambre des députés italienne, il y a un grand discours du ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Ciano. Les députés italiens se lèvent et crient « Corsica a noi », Corse à nous. Mussolini avait dit « Je veux la cage sans les oiseaux », qui voulait dire qu'en fait, il voulait annexer la Corse, exporter les Corses en Éthiopie. 4 jours après, c'est-à-dire le 4 décembre, à Bastia, il y a 20 000 personnes qui se rassemblent pour le fameux serment de Bastia, qui était prononcé par le secrétaire des anciens combattants de Corse, c'est Jean-Thomas Ferracci. Le serment disait à peu près ceci: sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et mourir français. Et je me rappelle, je me souviens encore maintenant, pourtant c'était assez loin, on reprenait tous en chœur, on levait la main, nous le jurons. C'était quand même un mouvement extraordinaire. En voici un autre témoignage, c'est un entretien avec Bernard Vincenzi, réalisé en 2000 par Marcel Santogne sur le rejet spontané de l'irrédentisme. Notre propre sentiment, c'est que nous étions aussi très marqués par les revendications italiennes. Voilà. Donc, si tu veux, pour nous, la défaite n'était pas seulement la défaite de la France, elle était si les choses restaient dans l'état, la quasi-certitude que nous serions devenus un jour... On était italiens. Et d'autant plus qu'on nous avait plus ou moins fait savoir que si nous n'étions pas contents, nous serions déportés en Éthiopie. Bon, alors, bon. Donc. Le même jour que le serment de Bastia, l'appel à la population ajaxienne est signé par quasiment toutes les tendances politiques, le Parti radical et radical-socialiste, le Parti populaire français, le Parti communiste, la Ligue des droits de l'homme, etc., et même le comité central bonapartiste. Cette manifestation pacifique a réuni de nombreux manifestants, hommes, femmes et enfants de tous milieux et opinions, réaffirmant avec force que la Corse est et demeurera française. La Jeune Corse du 5 décembre 1938 relatera la manifestation. On peut y lire que le nombre dépassait 30 000 personnes. Voici 2 photos du défilé en ville où on aperçoit la foule très nombreuse. La même foule devant le consulat d'Italie. Et j'ai retrouvé un film amateur montrant la manifestation. Et je me suis juste permis de le sonoriser pour le rendre plus réaliste. Voici une autre photo de cette manifestation avec l'un des slogans de l'époque, Ciano à l'échafaud, Mussolini au poteau. Un mois après, les 2 et 3 janvier, le président du Conseil, Édouard Daladier,
vient en Corse pour essayer de rassurer une population inquiète à la pensée que l'appartenance de l'île à la France pourrait être négociée avec les forces de l'Axe. Crainte d'autant plus justifiée pour deux raisons. Premièrement, car des voix s'élèvent, et pas des moindres, celle de Pétain, qui dénonce 150 années d'erreur depuis la Révolution, rappelant en Corse les propos de Petru Rocca. Nous autres Corses sommes les plus grandes victimes de l'esprit de 89. L'assimilation et l'égalitarisme révolutionnaire nous ont valu des maisons en ruine. Et deuxièmement, crainte surtout avivée, parce que les démocraties ont capitulé à Munich quelques semaines auparavant. Rappelez-vous pour mémoire, l'accord sauveur de paix prévoit l'évacuation du territoire des Sudètes par les Tchèques avant le 10 octobre 1938 et son occupation progressive par les troupes allemandes et la rétrocession d'une partie de la Silésie à la Pologne. Vous vous souvenez de la pique de Churchill à Chamberlain. Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Et c'est dans ce contexte que dans le journal L'Humanité, Gabriel Péry met en garde. Pas de Munich pour la Corse. Alors voici une vidéo du séjour du président Daladier en Corse. En manière de réponse à certaines manifestations étrangères, M. Édouard Daladier, président du Conseil, a entrepris un voyage qui l'amène d'abord à Ajaccio à bord du croiseur Foch. Une vedette transportaquée le président est accueilli par M. le ministre de la Marine et les représentants de l'île au Parlement. Puis, à travers la ville pavoisée, accompagné par les acclamations délirantes de la population ajaccienne, le président Daladier se rend à la préfecture où M. de Roccassera, député et président du Conseil général, lui souhaite la bienvenue. Toujours accompagné d'une foule innombrable qui acclame la France avec enthousiasme, avec ferveur. Mais maintenant, Bastia qui accueille le chef du gouvernement. Monsieur Campinqui, maire de la ville, lui présente les édiles. Des jeunes filles en costume traditionnel corse souhaitent la bienvenue à Monsieur Daladier. Alors dès lors, la presse s'empresse de publier les différents appels et des témoignages anti-irrédentistes. En voici quelques-uns. Avec parfois un humour provocateur. Avec Christophe Colomb à nous, qui fait référence à Corsica, Hanoï bien entendu. Et celle-ci que j'aime beaucoup, à bas les spaghettis, vive les nouilles, à mort le gorgonzola, vive le roquefort. Une série d'articles aussi signés Marcage, sous forme de poèmes, sont publiés toujours dans la Jeune Corse. Donc réponse à Mussolini qui revendique la Corse. Et celui-ci, dont j'extrais le premier vers, Mussolini, tais-toi, tu me mets en colère. Petit retour en arrière en 1938, où l'un des points d'orgue est l'inauguration de la statue du Casone. Alors, la mise en place de la statue a eu lieu le 18 mars 1938, mais l'inauguration du monument a lieu le 15 août 1938 et a donné lieu à 4 jours de festivités. Il faut dire que sur l'échiquier politique national, même à droite, on commence à s'inquiéter et à craindre des visées italiennes sur la Corse. Et les réactions françaises ne tardent pas à se manifester, la droite et la gauche faisant, pour le coup, front commun devant le danger. En témoigne donc l'inauguration de la statue, voulue très politique par le Front populaire, où la présence des autorités et des élus de tous bords est perçue comme une réponse à la fois symbolique et déterminée face à la menace italienne. Le souvenir de l'empereur rappelant symboliquement la force des liens entre la Corse et la France. Et le gouvernement a naturellement envoyé sur place
le député radical César Camping, ministre de la Marine, qui s'était déjà montré intransigeant lors de la politique des sanctions contre l'Italie. Voici aussi une belle photo colorisée que j'ai récupérée sur le site Ajaccio, une ville, une histoire, qui montre la population s'appropriant le monument. Alors ici, je me permets un petit écart sur la guerre. Dans cette énumération, vous avez constaté qu'il n'y a pas de femmes. Cela s'explique aisément. La condition des femmes avant-guerre, tant en ce qui concerne les droits économiques et sociaux que les droits politiques, était loin d'être avantageuse. Si l'on trouve peu de traces dans l'entre-deux-guerres, elles eurent un très grand engagement dans la résistance, et certaines, de par leur statut, ont manifesté très tôt des opinions antifascistes. C'est le cas de Madeleine Ettori, la compagne d'André Giusti, de Madeleine Pinelli, de Marie Stefanini ou de René Pagès. Alors, je pourrais citer aussi Antoinette Carlotti, Rose Ferracci, toute institutrice, ainsi que Emma Choury, Jérôme Beignet, Laurence de Chavigny. La liste est longue. J'avais terminé la première partie avec des membres du clergé irrédentiste. Je rétablis donc l'équilibre avec Monseigneur Rodier, qui restera 11 ans en Corse, de 1927 à 1938. Il s'efforce de réanimer le clergé corse et lutte contre les tendances italianisantes. Il est transféré à Agen en 1938, paraît-il, via des pressions de Mussolini sur le Vatican. Il est emprisonné par la Gestapo à Toulouse en juin 1944, puis déporté. À sa mort, il sera enterré à la cathédrale d'Agen. Et l'abbé Zattara, qui devient très populaire en 1937, par ses prises de position antifascistes durant les déclarations d'annexion de la Corse par l'Italie. Arrêté en 1943 et incarcéré par l'OVRA, il sera d'ailleurs dans la même cellule que Hyacinthe de Montera, le maire de Bastia. Il sera fait plus tard chevalier de la Légion d'honneur. Pour finir ce tour d'horizon politique, la question de l'irrédentisme fut même abordée lors d'un célèbre appel aux Français lancé par un vieux lion. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Non seulement l'Empire français sera dévoré par ces deux vilains messieurs, mais l'Alsace-Lorraine va une fois encore repasser sous le joug allemand. Et Nice, la Savoie et la Corse de Napoléon, seront arrachés du beau domaine de la France. Pour terminer cet exposé sur une note un peu plus légère, voici quelques dessins humoristiques de l'époque. Alors d'abord à Mouvres, donc on voit ici les deux Corses, celle des colonies et la vraie. Donc en voici une autre. Alors Moreau désigne en fait l'avocat Vincent de Moreau-Jaffer qui a longtemps ferraillé contre les autonomistes. Voici une autre, les quatre fils qui ne peuvent pas accompagner leur père à l'enterrement parce qu'ils sont tous sur le continent ou dans les colonies. Voici quelques caricatures d'Ajacciens. Puis le camp antifasciste. Et ce serait l'autre Napoléon. Mussolini en Napoléon, et une dernière que j'aime beaucoup. Alors voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. J'aime toujours conclure sur une citation.
et je l'emprunte à un ouvrage intitulé La rivendicazione fascista della Corsica de l'historien Marco Cuzzi, citant un autre écrivain, Alfonso Ferrar. Il dit « Le rêve de la Corse italienne a suivi le sort de tous les rêves du régime fasciste. Il ne s'agissait pas de la disparition d'un rêve, mais de la liquidation d'une folie. » Merci de votre attention.